bonjour à tous. Merci pour l'invitation à participer au Reaxo, c'est une première pour moi. Et merci de nous accueillir à Perpignan. Je remercie pas la SNCF qui a mis des chèvres sur mes rails de train, mais c'est comme ça. En gare de 7, hein. A priori, il y a des chèvres en gare de 7. Juste moins drôle, le premier médecin que vous avez vu sur le film, c'est Jérôme Moracchioli et il est décédé il y a quelques années, donc un petit hommage à Jérôme Moracchioli qui est décédé dans une avalanche en Norvège, qui était aussi guide de haute montagne. Voilà, une petite pensée pour lui. Donc voilà, moi je vais vous parler donc de l'accueil au déchocage. Donc je travaille avec Grenoble, ça c'est notre trauma center. Et je vais essayer de un peu contextualiser par rapport au film que j'ai découvert en même temps que vous. Donc je vais essayer d'adapter un peu certains éléments. Tout d'abord, euh, peut-être c'est pour ça que j'ai choisi de faire la traumato. On n'a pas besoin d'être un interniste hein, pour faire de la traumatologie grave. Grosso modo, on sait que les gens y meurent plutôt précocement. Si vous regardez la distribution, ça n'a pas changé au fil du temps, hein. C'est majorité en préhospitalier, une grosse partie dans les 24 premières 48 heures. Et grosso modo, ils meurent de quoi? Soit de la tête, soit ils saignent. Donc finalement, c'est assez simple. Et ça veut dire que vous avez une partie de la mortalité qui est forcément évitable, notamment tous les malades très hémorragiques qui arrivent à l'hôpital, on doit pouvoir normalement les soigner. Bien sûr, les problèmes d'airway, j'en parle pas. Mais ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire comment on va essayer de réduire cette mortalité évitable au déchocage. Et finalement, la seule façon de améliorer la mortalité chez nos patients, c'est d'avoir des prises en charge rapides. Tous les gens l'ont dit lors des topos précédents, la golden hour, la notion de chaque minute qui passe est un point en moins en gros pour le blessé. Et puis une prise en charge qui est stéréotypée, hein, puisqu'on a en gros deux grosses causes de mortalité. On ne va pas réinventer la prise en charge du traumatisé sévère tous les matins en se levant, quoi. L'idée en 2025, ça c'est finalement une idée qui est assez ancienne, qui reste identique. On l'a entendu dans le topo notamment sur le préhospitalier, c'est le damage control. Le damage control historiquement, hein, c'est style la navire américaine. C'est en gros vous avez un bateau, il y a une brèche. L'objectif c'est de colmater la brèche pour que le bateau puisse rentrer au port pour se faire réparer définitivement. Mais en fait, on est dans le même concept ici. Vous avez la brèche, c'est le traumatisé grave hémorragique, donc qui saigne. Qui va colmater pendant les premières minutes? Ben, finalement, c'est l'équipe de traumato, c'est le système en général qui va permettre de colmater la brèche, hein. Volontairement, il n'y a pas du tout la notion de docteur là-dedans, hein. Ce n'est pas du tout un médecin qui va guérir le patient, mais c'est un ensemble, c'est une organisation hospitalière, c'est une équipe médicale qui va pouvoir soigner le malade. Et l'objectif, bah, c'est de juste arriver, que le malade arrive vivant en réanimation en ayant fait justement ces manœuvres initiales de colmatage qui ne sont pas parfaites souvent. Et donc, il y a deux gros temps, je dirais, qui sont illustrés par ces topos, hein. Il y a vraiment le côté préhospitalier et le côté hospitalier. Donc, moi, on m'a demandé de traiter plutôt le côté hospitalier, mais néanmoins, dès la phase préhospitalière, comme on a vu dans le film avec Véronique Ramonda, on voit qu'il y a des éléments lors de l'alerte. Il y a du temps qui passe, en gros, souvent entre l'arrivée du patient, enfin l'alerte et l'arrivée du patient. Il va falloir discuter de maximum de choses qui peuvent être anticipées. On l'a bien vu dans le film de Toulouse. Le premier élément clé, le seul truc qui réduit la mortalité en traumato, c'est l'organisation. Alors souvent, on cite le papier d'Hélène Mackenzie, le fameux New England Journal de 2006, où on voit l'effet des trauma centers aux États-Unis qui diminue la mortalité. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres réseaux de soins qui ont été organisés dans le monde. Un des premiers, il est peu cité, mais c'est le réseau québécois. Et vous voyez sur cette diapo, c'est que des décisions politiques ici qui sont prises. Et au fur et à mesure qu'on prend des décisions politiques, on voit la mortalité qui diminue. Et ces décisions politiques, c'était quoi? C'est de dire, on définit ce que sont les trauma centers, on définit quel patient va à tel trauma center et progressivement, vous voyez que juste en prenant des décisions politiques et d'organisation, on diminue la mortalité et c'est assez fascinant. Ah, voilà. Donc votre objectif, c'est assez classique, hein, le bon patient, c'est-à-dire il faut, on l'a vu dans les topos de Toulouse, on a annoncé un grade, grade A, donc on grade le patient, c'est-à-dire on annonce une gravité. On va définir en fonction de cette gravité l'endroit où il doit aller, quel centre hospitalier est susceptible de recevoir ce patient.
et au bon moment, c'est-à-dire que finalement, ben, c'est un algorithme d'orientation, donc à une gravité donnée, je me destine à tel hôpital avec, bien sûr, des notions de distance, etc. Pour petit rappel, ce grading ABC, on a vu GRADA annoncé sur le film de Toulouse. On a travaillé récemment dans un groupe d'interface de traumatologie qu'on appelle le GIT, qui regroupe chirurgiens, anesthésistes, réanimateurs, médecine d'urgence et radiologues interventionnels. On a défini une gradation préhospitalière ABC. Et vous voyez, bah, si on prend Monsieur Montagne, bah, clairement, Monsieur Montagne, il est gradin, hein, puisque Monsieur Montagne, il a un trauma crânien sévère, a priori. Ça, c'était le premier Monsieur Montagne de Chamonix. Et puis ensuite, on est passé dans les Pyrénées. Et l'autre, Monsieur Montagne d'Espingo, bah, il était hypotendu malgré la réanimation également. Donc, vous voyez, c'était un grada. Et donc, ça veut dire que si vous avez un grada, vous allez devoir aller au trauma center de niveau le plus élevé. Donc, a priori, bah, ici, sur le film, par exemple, qui a été déroulé à Chamonix, le centre neurochirurgical le plus proche, c'est soit Genève, soit Annecy. Parfois, ils viennent à Grenoble aussi. Et puis, bien entendu, ce grade, hein, il peut être évolutif, on l'a bien vu, lors de différents appels. Le grade initialement était annoncé moins grave, et puis petit à petit, ils ont affiné le grade. Donc la préparation du déchoc, vous l'avez vu, c'est extrêmement codifié. Je pense qu'à chaque grade A, B, C, doit y avoir une préparation spécifique. Et ça, bien sûr, on ne l'improvise pas le jour J, il faut que ça fasse l'objet de protocoles, puisqu'en fait, vous allez gagner du temps et vous allez gagner de survie. Voici, par exemple, ici, notre procédure, ici, des transmissions. Et ce qui est assez sympa, c'est que ça reprend à peu près, on ne s'est pas concerté, et ça reprend à peu près les mêmes choses que Toulouse. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a le premier bilan SMUR. Alors nous, on a rajouté qu'en plus du régulateur, on aime bien avoir le médecin sur place pour faire une conférence à 3 pour discuter du malade. Et de manière, on trouve aussi que c'est une bonne pratique, c'est de faire un bilan dynamique 10 minutes avant l'arrivée du patient, à condition bien sûr que le patient soit à plus de 10 minutes de l'hôpital, hein, bien sûr. Si on a un traumatisme pénétrant dans le centre-ville, ça ne sert à rien de rappeler. Mais en tout cas, vraiment avoir cette notion de bilan initial et de bilan dynamique. Et pour collecter les informations qu'on juge essentielles, ça revient un peu à ta question Thomas, ça, c'est notre petite fiche qu'on a lorsqu'on est en garde. Le trauma leader qui de garde, il a ses petites fiches dans la poche et on le remplit avec, vous voyez, c'est ce qu'on remplit lorsqu'on a les transmissions SMUR et ce qui nous évite le côté des fois Paris Match, quoi, tu vois. La voiture, c'est vrai, elle était sur le toit, c'est affreux, tu vois. Et du coup, bah, finalement, on se centre sur uniquement ce qui est essentiel pour accueillir le patient. Et vous voyez que l'un des premiers trucs d'ailleurs qu'on demande, bah, c'est tout simplement le grade. Après, est-ce qu'il est fermé, pénétrant? Vous voyez, quelques éléments tout simples de neuro, respi, hémodynamique. Si la FAST a été faite en préhospitalier, est-ce qu'il y a les principaux éléments qui ont été réalisés? C'est vrai que dans la transmission qu'on a entendue du SAMU, le côté j'ai déjà fait l'hexacyle, etc., c'est plutôt des transmissions qu'on attendrait au lit du malade quand il arrive plutôt qu'au téléphone. Voilà. Et ensuite, en fonction bien sûr de ce niveau de gradation, voici, ça c'est nos fiches réflexes. Donc vous voyez que pour l'accueil du grada, on a une fiche réflexe avec, alors nous on travaille avec, on est une même équipe, bloc des urgences déchocage, donc on travaille avec des infirmières anesthésistes au déchocage, c'est pour ça que vous voyez marqué IAD. Et donc on a le trauma leader, donc là c'est en gros c'est le chef. Vous avez un médecin anesthésiste qui est plutôt technique, c'est celui qui va mettre les KT. Vous avez une infirmière anesthésiste principale qui va gérer tout ce qui est airway, monitorage médicaments. Et puis vous avez une deuxième infirmière anesthésiste qui va plutôt gérer tout ce qui est abord veineux et transfusion. Et puis bien sûr, on a des infirmières de bloc opératoire qui s'occupent de plutôt la préparation du patient cutané et le brancardier qui s'occupe de tout ce qui est identitovigilance et des habillages du patient. Et ce qui est pas mal, c'est qu'on a mis des codes couleurs, vous voyez, pour indiquer aussi, ça c'est notre poste de déchoc, où chaque personne doit se situer en fonction de son rôle. Et de la même manière, ben voilà, à l'accueil, voici la répartition des rôles. Et vous voyez qu'on a mis un petit schéma aussi qui correspond, en gros, où on doit placer tous les éléments de la prise en charge, que ce soit les infirmiers et éventuellement même le matériel. Vous voyez qu'on a même décidé de où on mettait l'écho par défaut, quoi.
Voilà. Et pour chaque gradation, on a fait des échelles, en fait, euh, qui, euh, sont, euh, qui sont prêtes. Lorsqu'on atteint un grada, ben, il y a une échelle qui nous est livrée avec tout ce qu'il faut en termes de KT, etc., qui correspond à le matos essentiel pour accueillir un grada. Un truc très intéressant, et on l'a vu également dans le topo, dans le film de Véronique, je pense, et à mon connaissance, même moi, avant, j'avoue que je le faisais assez peu, c'est le pré-briefing. C'est vraiment définir à l'avance avec les gens leur rôle. Vraiment, toi, tu vas faire ça, tu vas être l'IAD de TED, toi, tu vas être l'IAD de perfusion, toi, tu vas être le MAR technique, enfin, vraiment clairement exprimer les rôles. Et déjà, expliquer un petit peu, selon la préalerte, les scénarios ou les priorités qu'on va envisager. On s'attend plutôt à recevoir un traumatisme crânien grave, donc on va se centrer plutôt sur l'aspect neuro, etc. Je ne vais pas l'équiper plus, on va partir avec 2 périphériques parce qu'on ira rapidement au scan. Enfin, des petits éléments comme ça pour que les gens, en gros, adhèrent à votre stratégie. C'est pas mal d'évoquer déjà des scénarios, dire et puis s'il se dégrade, on l'équipera un peu plus, etc. Et donc, ça, c'est notre déchoc. Ben, l'objectif, c'est le patient est en train de saigner. Imaginons le patient le plus grave, là qu'on a eu précédemment, qui saigne. Vous mettez en place des procédures damage control resuscitation, donc c'est tout ce qui est remplissage, amine, du damage control transfusion, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des produits sanguins et gestion des produits de coagulation. Et en gros, à 15 minutes, il faut faire un état des lieux. C'est un peu ce qu'on a vu dans le film de Véro. À 15 minutes, il faut savoir, est-ce que le patient il répond à la réanimation ou est-ce qu'il ne répond pas à la réanimation? Et rapidement, il va falloir choisir une stratégie, notamment s'il ne répond pas à la réanimation, c'est est-ce qu'on va au bloc opératoire? Est-ce qu'on va en angio? Dans un objectif, bien sûr, d'arrêter le saignement. Et puis, si visiblement le malade est complètement contrôlé, pourquoi pas aller faire un scanner si le patient le permet. Donc, on a vraiment cette réflexion d'avoir l'admission, un petit time-out à 15 minutes, de voir où on est, et puis une évaluation un peu à 30 minutes. Il faut avoir pris une décision à la destination, c'est-à-dire bloc, embolisation ou bien scanner. Deuxième étape, vraiment à l'arrivée du patient, ce qui est important, c'est de déclencher un chrono. Je vous invite dans les déchocages d'avoir un chronomètre et de le déclencher parce qu'on se rend compte que lorsqu'on n'a pas le chrono vraiment en visuel, ben, on a toujours l'impression d'être plus rapide que ce qu'on est. L'évaluation, Philippe en a un peu parlé, nous c'est vrai qu'on a assez ABCDE aussi. Et puis on a mis en place des bundles qui correspondent ici à des couleurs. En fait, lorsque, après l'autre évaluation, on essaie de classer si notre malade il est plutôt rouge, c'est-à-dire qu'il est en défaillance hémodynamique, s'il est plutôt bleu, en défaillance respiratoire, ou s'il est plutôt noir, c'est-à-dire en défaillance neurologique. Et puis, bien sûr, il y a des bundles qui correspondent, bien sûr, à ces zones de croisement, parce que, bien sûr, il y a des patients qui peuvent tout avoir, hein, un choc hémorragique avec un traumatisme crânien grave, voire même en détresse respiratoire. En tout cas, on a mis en place comme ça des bundles de prise en charge sous forme de checklist, après, selon la situation dans laquelle on est. Alors, de manière très rapide, je pense que le premier élément lorsqu'on reçoit ces patients après avoir eu la transmission, c'est de vraiment repérer le petit truc qui va immédiatement tuer le patient, notamment la gestion d'une hémorragie extériorisée catastrophique. C'est quoi? C'est agrafer un scalp, c'est mettre un garrot sur une jambe qui visiblement saigne abondamment, les sondes d'épistate par exemple aussi pour les épistaxis très importants, des pansements hémostatiques également dans les grosses plaies. Donc ça c'est de manière très rapide, immédiate, ce qui va éventuellement sauver le patient. Et puis ensuite on déroule finalement le ABCDE avec airway briefing qu'on met un peu ensemble. Et là, c'est vraiment le temps de, est-ce qu'on évalue, est-ce que le patient a un pneumothorax, enfin des signes extérieurs de pneumothorax comme l'emphysème sous-cutané, etc. Le côté circulation, alors anticiper le drainage thoracique, on l'a dit, et l'intubation, je ne reviendrai pas là-dessus. Le côté circulation, ça a été annoncé par Véronique. Le choc index, c'est quand même un outil qui est pas trop mal pour évaluer l'hémodynamique du patient et exprimer le risque transfusionnel. Donc c'est en gros quand le cœur bat plus vite que la tension, c'est qu'il y a un problème, pression systolique. Et je vous ai mis pour mémoire le red flag dont a parlé Jacques tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a 5 éléments qui ont été sortis de la traumabase, qui sont, lorsqu'il y en a au moins 2, font penser à éventuellement la décision de déclencher un protocole de transfusion massive
qui peut être anticipé, c'est-à-dire qu'on peut faire venir bien sûr les culots en avance. Il n'y a pas que le red flag, hein, il y a des scores aussi très simples. Le score ABC qui est beaucoup utilisé aux États-Unis, lorsqu'on a au moins 2 éléments parmi trauma pénétrant, une PS inférieure à 90 ou une fréquence cardiaque supérieure à 120 ou une phase positive, c'est que votre malade il a de fortes chances d'avoir une transfusion massive. Et puis, tu l'as cité, mais Tobias Goss a eu un PREPS, donc c'est un PHRC, sur l'évaluation d'une appli. C'est-à-dire qu'en live, on rentre les données patients et ça nous prédit en fait le risque qui saigne abondamment, éventuellement le risque neurochirurgical, etc. Donc c'est l'intelligence artificielle pour augmenter la décision médicale, pour prendre justement des décisions en termes de commande, etc. Le D, c'est la disability, donc c'est crâne-face, Glasgow, pupille. Nous, on fait aussi de la pupillométrie de manière assez systématique. Et puis bien sûr, l'obsession du rachis avec le collier cervical, le maintien de l'axe tête-clou, et puis un certain nombre d'examens qui peuvent être réalisés. Et puis pas oublier le côté E, qui est l'exposition, c'est-à-dire que c'est des patients qui arrivent souvent froids, qui perdent très rapidement la température, où on a énormément de mal à les réchauffer. Et c'est vrai que nous, on s'est mis depuis quelque temps à ça, c'est le thermotrauma. C'est un collègue de Briançon, Thomas Padoni, qui le commercialise, c'est un urgentiste. Et c'est pas mal du tout. C'est en gros c'est un plastron chauffant à 39 et qui est sur batterie et qui permet justement de déplacer le patient avec toujours un élément chauffant. Parce qu'on sait bien que les couvertures chauffantes, dès qu'on les bouge au scanner, dès qu'on les bouge ailleurs, on perd complètement le côté réchauffement. Donc ça, c'est pas mal. Et puis, dans ce côté finalisation de l'examen à exposition, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier tout ce qu'on a dit précédemment, bien sûr de suturer les plaies abondantes hémorragiques, le garrotter les membres, etc. Et de faire attention aux saignements occultes. Il est très fréquent, par exemple, parfois des saignements non visualisés dans le dos qui vont baigner de matière à coquille. La pierre angulaire de la décision thérapeutique lorsque vous êtes un malade instable, c'est bien sûr le bilan promère. C'est ce qui peut être fait au lit du patient. C'est ce qu'a proposé Véronique tout à l'heure dans son film. C'est-à-dire, en gros, ça repose sur l'écho, qui est en général fait par le trauma leader. Donc, concept de fast mais étendu, hein, c'est-à-dire qu'il va du poumon, l'abdomen. On peut même faire de la symphyse pubienne en écho. Et je pense toujours les radios, qui sont les radios pulmonaires, les radios du bassin, chez les malades les plus instables, on sait quand même que c'est globalement pertinent d'avoir ces radios. Chez les malades stables, les radios, à mon avis, ont peu d'intérêt et l'écho suffit. Mais chez les malades instables, les radios peuvent rajouter quand même des informations importantes. Et puis dans l'écho, bien sûr, on peut rajouter le Doppler pour l'évaluation de l'hémodynamique cérébrale. Et l'idée du bilan primaire, c'est rapidement une orientation du patient. Est-ce que je vais au bloc? Est-ce que je vais en embolisation? Et aussi, ça permet d'adapter ses prises en charge, hein, si on pense au Doppler, de changer votre niveau de pression artérielle, par exemple. La pertinence de cet examen clinique initial, on l'avait testé dans une étude qu'on a publiée il y a 2 ans dans 6 trauma centers en France. On avait regardé si le fait d'avoir fait ces examens initiaux avant le scanner était pertinent pour un certain nombre de manœuvres qui sont par exemple l'embolisation, la thoraco, une laparole, le fait de mettre une ceinture pelvienne, de faire une décompression thoracique ou de modifier les valeurs de la pression artérielle pour le débit sanguin cérébral, ou parfois ne rien faire. Et vous voyez qu'à l'issue du bilan initial, finalement, il était approprié, hein. On avait plus de 95% de décisions appropriées. C'était des relectures de dossiers anonymes et aveugles. Et vous voyez que finalement, on a beaucoup de décisions qui sont appropriées suite à ce bilan initial. Et ça comprenait les radios. Et lorsqu'on interrogeait les praticiens sur qu'est-ce qui vous a été utile chez les malades les plus instables, ils répondaient à la fois l'écho, mais ils répondaient également la radiographie. Et puis à la fin du déchocage, c'est-à-dire au bout de ces fameuses 30 minutes, hein, qui peuvent être avant bien sûr si vous avez expédié l'histoire, c'est finalement vous êtes diagnostic ou thérapeutique. Quelques situations qui sont assez... Ah, si j'arrive à passer... Ah. Il est bloqué. Est-ce que ça, non? Je le rallume du coup. Est-ce que vous pouvez passer la diapo si j'y arrive pas? Alors, je vais vous faire a cappella si j'arrive plus à passer les diapos. Ça y est. Le patient stable ou stabilisé par l'AREA, finalement, c'est assez simple. Il va aller à la case body scanner avec un body TDM injecté. Et puis ensuite, on a une prise en charge qui sera adaptée au bilan lésionnel. Là où ce cas se complique, c'est le patient qui est instable malgré la réanimation.
Et là, il faut faire un geste hémostatique sans délai, mais qui va être orienté par le bilan primaire. On va se diriger vers la laparo, par exemple, c'est ce qui a été proposé dans le cas de Véro. Une phase positive, un malade instable malgré la transfusion, on va en laparo d'emblée, ça peut être parfois une thoraco. Chez des malades qui ont des bassins isolés très hémorragiques, on peut parfois prendre la décision aussi d'une embolisation d'emblée. On a toujours cette place du ballon d'occlusion intra-aortique qui est à discuter, qui est actuellement incertaine, mais qui peut être mise en place dans des centres, je dirais, experts. Et puis, il y a bien sûr le problématique de la phase positive avec la suspicion de bassin, où là, par contre, les choses sont un peu plus compliquées, c'est-à-dire qu'on a une suspicion d'abdomen et de bassin. Grosso modo, je vous ai mis les trois situations les plus fréquentes. Phase positive isolée, c'est comme notre patient, Monsieur Montagne, c'est l'aporotomie d'hémostase. Suspicion de bassin isolé, c'est Monsieur Montagne qui aurait une FAST qui serait faiblement positive, mais avec une dislocation complète du bassin. On stabilise le bassin avec la ceinture et on va aller se diriger avec l'embolisation, surtout s'il est parfois instable. Et parfois, chez certains centres, on va utiliser le ballon d'occlusion aortique pour temporiser jusqu'à l'embolisation. Et puis, il y a la pire des situations, hein, c'est vous avez une phase très positive avec un gros trauma du bassin. Nous, dans notre centre, on a pris l'option d'abord du bloc opératoire pour démarrer par la laparo et éventuellement d'ensuite de monter un ballon plutôt en zone 3 pour contrôler le bassin et descendre ensuite en embolisation. Et c'est là, si vous êtes très riche, si vous pouvez faire à la fois du bloc et d'embolisation dans la même salle, vous êtes les grands gagnants parce que vous arrivez à la fois à faire de la chirurgie et ensuite emboliser vos patients sans le bouger. Et c'est vrai qu'on devrait tendre dans les trauma centers niveau 1 à avoir ces salles hybrides. En tout cas, il n'y a pas de recette miracle. Et ce qui est très important, c'est que vous devez être parfaitement adapté à vos contraintes et vos compétences locales. Vous devez comprendre notamment l'architecture. Vous devez intégrer l'architecture de vos bâtiments dans vos algorithmes décisionnels. Nous, par exemple, on a l'embolisation qui n'est pas au même étage que le bloc opératoire, ce qui peut expliquer parfois des décisions institutionnelles. Voilà, ça c'est par exemple notre algorithme institutionnel pour nous sur le choc d'allure réfractaire d'angine traumatique. Je ne vais pas vous le détailler parce qu'il est imbitable, mais c'est pour montrer qu'en gros, on fait des organisations qui sont spécifiques à, des contraintes architecturales. Et puis après stabilisation, c'est-à-dire après toute la phase de damage control, évidemment, il faudra savoir retourner au scanner injecté. Voilà un petit peu le timeline qui peut résumer finalement mon diaporama. Vous voyez, vous avez l'hôpital qui reçoit le patient en SAMU. Vous avez la règle en gros des 30 minutes max au déchocage, voire moins, avant de prendre une décision de damage control, chirurgie, embolisation. Ensuite, la phase d'imagerie, bien sûr, pour faire un diagnostic complet des lésions. Et enfin, l'aide, ensuite, le transfert ensuite en réanimation. Et bien sûr, on l'a largement discuté lors des topos précédents, extrêmement important de pouvoir débriefer ces situations, hein, que ça soit des débriefs à froid, comme vous a été présenté par Thomas sur les événements indésirables graves qui arrivent au bloc opératoire, mais aussi des retours d'expérience. On a essayé d'animer des réunions réseau où on met ensemble plusieurs centres hospitaliers pour discuter des cas et des relations parfois entre les centres hospitaliers qui ne sont pas toujours évidentes. Et on organise également des visites dans nos centres périphériques pour justement aller discuter et comprendre les contraintes locales. Voilà, donc pour conclure, vous avez compris que, je pense que la vidéo de Véronique était extrêmement bien pour ça. Il y a un côté gestion d'équipe qui est monstrueux dans ce métier et de gestion du facteur humain. Et ensuite, c'est de la gestion médicale qui comprend à la fois des compétences techniques, hein, tout simplement savoir-faire, mais aussi diagnostic et savoir orienter le patient dans sa prise en charge. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu qu'on n'improvise pas le jour J après le passage de ces patients et qu'il faut travailler en amont à la réalisation de protocoles. Je vous remercie de votre attention.